Donc, bienvenue à tous. Donc, un petit cours, une introduction très brève sur l'Institut IDEAS. Vous êtes nombreux à être accompagnés par nous dans les participants, mais il y a d'autres participants, donc je ferai court. Donc, l'Institut IDEAS accompagne les associations, les fonds de dotation et les fondations pour renforcer leur capacité d'action. Nous avons deux choses qui peuvent vous intéresser. Le guide des bonnes pratiques IDEAS, il est librement téléchargeable sur notre site. Ce guide contient 90 bonnes pratiques qui fait un 360 sur les points clés d'un organisme à but non lucratif en traitant trois grands thèmes qui sont la gouvernance, les finances, le pilotage et l'évaluation. Ce guide est aussi le support d'un accompagnement que l'on propose aux associations, qui s'appelle l'accompagnement IDEAS, qui est effectué par un binôme de 2 conseils bénévoles et sur la base du guide des bonnes pratiques. Donc, c'est une approche vraiment 360 degrés, un accompagnement dans la durée, en moyenne 15 mois pour aller jusqu'au label IDEAS. À la fin de l'accompagnement, on vous propose de candidater devant un comité label qui est indépendant d'IDEAS pour pouvoir obtenir le label IDEAS et valoriser votre qualité. Il y a aussi une communauté pour échanger, c'est-à-dire que les accompagnés par IDEAS se retrouvent régulièrement lors d'IDEAS Lab, lors de webinaires comme aujourd'hui, qui pour une fois est ouvert à plus de monde, ou lors du cercle IDEAS qui est réservé aux labellisés, pour échanger entre pairs. Voilà, l'indépendance est important pour nous, c'est-à-dire que les organismes accompagnés par IDEAS ne sont pas membres d'IDEAS et ne règlent pas de cotisation. Donc, je vous propose d'écouter donc Catherine Sudre, qui est consultante en collecte de fonds, communication de cause. Je vais la laisser se présenter elle-même. Je rappelle, on coupe les micros, les questions sur le chat, sur le côté. On fera une pause pour les traiter. Voilà, c'est parti. Bonjour à tous. En deux mots, oui, donc Catherine Sudre, je suis consultante communication collecte de fonds depuis maintenant plus de 15 ans et depuis 8 ans en tant qu'indépendant. Alors, je vous propose aujourd'hui sur l'heure et quart dont nous allons disposer de balayer 4 sujets qui correspondaient bien sûr au menu annoncé. Un point à date sur les tendances de la collecte de fonds avec un panel des dernières études qui ont été réalisées, une analyse de la situation qui peut vous aider à analyser celle de votre propre organisation, et puis 2 chapitres où je fais l'inventaire des méthodes ou des questions que vous pouvez poser sur 2 axes stratégiques. Un, bien sûr, la sécurisation de vos financements actuels et votre communication dans le contexte actuel. Et puis, comme dans toute crise, il y a aussi des opportunités, un questionnement sur les opportunités que vous pourriez saisir pour repenser votre modèle de collecte, puisque je suis là pour vous parler de collecte et non pas d'organisation ou de RH. Donc, je vais commencer par le point date sur les tendances. Je vais les passer assez rapidement parce que j'imagine que certains d'entre vous ont déjà eu les études, et ce qui sera surtout intéressant, c'est de voir ce qu'on peut en retirer pour votre propre analyse. Donc, il faut savoir que, fait extraordinaire, il y a eu 41% de la collecte annuelle réalisée au 2e semestre. 41%, c'est généralement ce qui se fait au dernier trimestre, qui est la grande période de générosité. Donc, c'est vrai qu'on peut se demander si le 4e trimestre, ce n'est pas fait au 2e. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'il y a eu un très gros sursaut de dons et de mécénat. Pour le don en ligne, il y a eu des scores incroyables relevés sur les associations qui collectent déjà en ligne, où ils notent 693% d'augmentation des dons. On note une forte poussée des donateurs jeunes. Donc ça, c'est une belle nouvelle. Il restera à savoir comment on peut les fidéliser ou les engager. Et puis, une bonne nouvelle, il y aurait 12% de non-donateurs qui, dans des études, indiqueraient se sentir plus enclins à donner à l'avenir. Bémol, 6% des donateurs actuels déclarent que la situation les inquiète.
j'imagine que c'est aussi la situation économique et qu'ils vont se poser la question d'arrêter ou non le don. Selon une étude très récente sortie le 3 juin dernier et qui est intéressante parce qu'elle fait le focus sur les différents publics de collecte, on peut noter qu'effectivement, depuis 3 mois, la tendance est à la, si ce n'est à la générosité, en tout cas à la solidarité et à l'empathie. Donc, les Français ont eu en général 2 gestes de solidarité pendant la crise. 65% des Français disent être plus enclins à être plus solidaires. Et depuis le début de l'année, c'est une autre étude, donc ce n'est pas le même référentiel, un Français sur 4 a donné à un organisme caritatif et près d'1 sur 2 pense le faire au second trimestre. Enfin, je pense que c'est plutôt au 3e et 4e trimestre. Un point intéressant, c'est que seulement un Français sur 4 sait que le plafond de déduction des dons a été relevé pour 2020, alors que c'est connu par 1 haut revenu sur 2. Je reviendrai sur tout ça après. Seulement 28% des Français pensent que le monde d'après sera plus solidaire, à l'exception des jeunes et des plus hauts revenus qui sont beaucoup plus volontaristes là-dessus. Donc on peut dire que les cibles traditionnelles de collecte sont plutôt sur la réserve pour l'après. Quel impact ça va avoir pour les organismes caritatifs en 2020 ? Eh bien, on sait qu'il y aura plus d'1 Français sur 2 qui va donner au second semestre et plus des 3/4 chez les plus hauts revenus. 52% pensent donner moins, 25% ont même l'intention de donner plus, et là, quand on fait le focus, c'est ceux-là qui vous intéressent, j'imagine. On s'aperçoit que les hauts revenus seraient même encore plus enclins à le faire. Et puis, un point très important qui n'est pas surprenant, c'est que ça rebat un peu les cartes de la priorisation des causes, sachant que sur les intentions de dons, les Français vont avant tout donner pour la santé et la recherche médicale, 39%, l'aide aux personnes démunies, 27%, l'environnement, 27%, et l'enfance et l'éducation, 20%. Pour mémoire, dans l'ordre des causes, d'habitude, c'est l'enfance et l'éducation qui sont en priorité. Bon, on ne sait pas combien de temps ça durera, mais c'est vrai que là, il y a forcément une plus forte sensibilité de l'opinion à la santé et à l'environnement. À noter aussi dans les pratiques, bien sûr, le confinement et les mesures sanitaires ont conduit à la suspension des collectes en face à face, ce qu'on appelle le street marketing, et a fortiori des collectes événementielles terrain. On verra tout à l'heure comment on peut rebondir par rapport à ça quand on a des opérations significatives en la matière. On note aussi, les associations signalent bien sûr un retard dans le traitement des legs qui est lié au confinement. Et il faut rappeler que ça représente 25% des ressources de la plupart des organisations, en tout cas celles qui sont adhérentes à France Générosité. 11% des organisations, vous en faites peut-être partie, ont peur que certaines causes moins liées au Covid soient délaissées des donateurs. Les bonnes nouvelles, donc, c'est, je l'évoquais tout à l'heure, même si ce n'est pas encore assez connu, l'augmentation du plafond du don Coluche, le don Coluche étant réservé aux causes alimentaires, logement et aide aux plus démunis. Et puis, là, ce n'est pas lié à la collecte, mais les associations qui ont cessé l'activité pendant 3 mois verront quand même leurs subventions liées à cette activité versées. On note bien sûr la poussée des collectes spontanées, donc je ne vais pas être trop rentrée dans le détail parce que vous avez tous été acteurs ou spectateurs de ces collectes. Je signalerai trois faits assez majeurs. Une action, je dirais, outsider d'un collectif pour la collecte pour l'achat de matériel médical qui est le hashtag Protège ton soignant, un collectif de médecins, de professeurs de médecine, d'entrepreneurs qui n'étaient pas du tout impliqués dans la collecte jusqu'à présent
et qui ont réussi à collecter 7 millions d'euros. Il se croit même qu'ils sont à 7,4 millions d'euros, essentiellement dédiés à de l'achat de matériel. On a assisté bien sûr à la multiplication de cagnottes solidaires reversées notamment à des hôpitaux et à des organismes, à des EHPAD. Et puis, de nombreuses PME qui ont fait des dons spontanés en nature ou en argent, donc en matériel, équipement ou en argent, auprès de ces mêmes établissements. Donc, on voit bien que cette crise, elle met le pied à l'étrier de nouvelles formes de générosité et ça peut nous inciter à réfléchir à la manière de capter ces nouveaux flux. Autre impact que je vois dans cette crise, c'est qu'effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, ça modifie la chaîne de causalité, j'allais dire, entre les différentes causes. Je disais tout à l'heure que jadis, enfin, il y a encore 4 ou 5 mois, la cause première était l'enfance, puis la santé. Là, on voit que le chaînage de la crise sanitaire est bien sûr dans l'esprit des gens corrélée à la crise écologique. On sait maintenant la crise économique que ça va générer et le risque d'augmentation de la précarité. On sait encore mieux je dirais, l'ampleur des isolements et des fragilités chez les personnes âgées et ou handicapées. Et puis, on est en train de prendre la mesure des difficultés scolaires. Donc, on peut quand même se dire que derrière la collecte pour les hôpitaux, pour les soignants et pour les maisons de retraite, il y a bien des causes qui sont en train de prendre leur place parce que ce sont des causes d'amont, comme la crise écologique, ou des causes d'aval, comme les causes de solidarité et d'aide à l'éducation. Quels sont les enseignements généraux que l'on peut tirer de cette crise? Comme je l'évoquais tout à l'heure, l'explosion de la culture du don, elle touche les jeunes, les personnes fortunées, des entreprises qui ne donnaient pas jusqu'à présent et qui se mettent à le faire. Un autre point majeur qui peut être apprécié ou regretté selon où on se place, c'est la captation de très gros volumes de dons vers certains acteurs connus, notoires, qui ont communiqué et qui ont eu, il faut le reconnaître, l'agilité de mettre en place des campagnes et des plateformes de collecte dans les 10-15 jours. On note la générosité spontanée vers les hôpitaux et les EHPAD qui est très porteur pour ce secteur. L'utilité du digital, bien sûr, pour accueillir, canaliser cet élan de générosité. On peut imaginer qu'effectivement, le digital prendra plus de place à l'avenir puisque plus de gens s'y seront mis en matière de dons, bien sûr. Et puis, bien sûr, le bouleversement des plans de communication de collecte, puisque beaucoup d'organisations, certains d'entre vous avaient des événements ou des supports de communication qui ont dû être suspendus ou qui doivent actuellement être retravaillés en perspective de la nouvelle donne. Donc, cet épisode, avant de passer aux bonnes pratiques, à mon sens, il appelle 3 réactions pour les organisations, associations, fondations qui collectent des fonds. Une capacité à s'adapter à la nouvelle situation, du point de vue de la collecte, mais aussi du point de vue de l'organisation. Et dans ce sens, même si ce n'est pas mon cœur de métier, il me semble que ça peut inciter à réfléchir à des scénarios de situations de crise. L'agilité pour rebondir, là je parle vraiment de com et de collecte. Est-ce qu'on a un circuit de décision et d'action suffisamment fluide ou est-ce que c'est trop lent pour être rapide? Et puis la prise en compte des nouvelles priorités stratégiques puisque pour certaines organisations, la crise va donner de nouvelles opportunités ou va demander de replacer certains arguments, donc peut-être de revoir le ciblage de vos actions de collecte. Donc c'est vers ça qu'on va s'acheminer dans la première partie de nos bons conseils. Alors l'agilité et l'ajustement de votre stratégie, j'approfondis un petit peu. Il me semble qu'il y a 4 points importants à mettre en place dans la réflexion.
c'est vraiment se recentrer sur les besoins premiers de votre association et ceux de vos bénéficiaires, et savoir prendre sa place dans la crise et dans l'après-crise dans laquelle on est. On peut imaginer que sur la solidarité, il y a fort à faire, et donc ça peut être générateur de nouveaux programmes, nouvelles actions que vous pourriez valoriser en matière de collecte. C'est l'opportunité d'inviter vos gouvernances à ajuster la stratégie, c'est-à-dire qu'effectivement la stratégie qui a été votée en décembre 2019 ou en janvier 2020, elle est peut-être un peu caduque, donc ne pas attendre la prochaine AG pour y réfléchir. C'est l'opportunité, c'est lié à l'agilité, à reposer les questions de la coordination, notamment entre les équipes de communication et de collecte. Là, je parle des organisations un peu importantes où il y a un fort clivage entre les deux départements. Vraiment, là, aujourd'hui, il faut travailler ensemble. Et puis aussi entre le terrain, pour les associations qui ont des délégations sur le terrain, et le siège qui généralement actionne la collecte et la communication de collecte. Donc vraiment, se poser la question de est-ce que notre modèle de fonctionnement nous permet d'être réactifs dans des situations pareilles. Et enfin, ça concerne l'ensemble de l'organisation, vraiment s'ajuster et penser la collecte de fonds privés, donc le fundraising, comme un investissement plutôt que comme un coût. Ça, c'est un peu la marotte du fundraiser, mais là, plus que jamais, si l'on veut couvrir 2021 avec un certain risque, un nombre de risques de réduction, notamment de subventions, il va falloir être très proactif sur le financement privé. Donc, analysez la situation pour votre organisation. Je vais vous donner quelques questions à se poser. Elles sont assez fondamentales et basiques, mais c'est un peu l'ordre dans lequel on peut se poser ces questions. Quel est l'impact de la crise pour l'organisation en termes financiers? Est-ce que ça modifie ma légitimité sur le terrain des causes? Peut-être, si je suis sur des causes de lien social et de solidarité, peut-être que je vais avoir plus d'émergence que je n'en avais. Est-ce que ça va générer de nouvelles missions que j'évoquais tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des missions post-urgence à mettre en place pour accompagner certaines populations? Et comment je vais capitaliser sur toutes ces nouvelles étapes pour développer l'action et trouver les financements? Des actions à piloter, en quoi la crise modifie mon discours de communication? Et là, je vais revenir dessus juste après. Comment je sécurise les financements et comment je recadre mon plan de collecte? Donc, on va parler tout d'abord de la communication. Encore aujourd'hui, l'actualité donne la priorité à la crise sanitaire et maintenant économique. Donc, sauf si vous avez un lien très direct avec ces sujets, il sera difficile d'émerger dans les médias parce que les journalistes n'ont pas d'oreilles et d'yeux pour ça. Les réseaux sociaux peuvent relayer certaines choses, mais ça ne suffira pas. Donc, le conseil en matière de communication, surtout, c'est plutôt que de vouloir faire émergence tout de suite, c'est vraiment de vous concentrer sur vos cibles affinitaires, celles qui vous connaissent déjà et qui effectivement sont plus à même de vous relayer, que ce soit en bouche à oreille ou sur les réseaux sociaux. Et qui plus est, pour les donateurs, les mécènes, il va être important de fidéliser pour éviter que vos donateurs ne s'échappent vers d'autres causes ou d'autres organisations. Un autre point qui me paraît très important, je le redirai à plusieurs étapes, exprimer de la solidarité, de l'empathie avec les victimes actuelles de la crise, parce que quel que soit votre domaine d'intervention, personne ne sort de cette crise comme avant. Expliquer, si cela est légitime, le rôle que vous allez jouer dans cette situation. Bien sûr, est-ce que vous avez un impact ou un impact potentiel sur la gestion de la crise? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la société en matière de réflexion, d'aide, d'empathie? Et puis, puisqu'on a tous envie de reprendre une vie, je dirais, nouvelle, si ce n'est normal,
anticiper pour le deuxième semestre et commencer à prendre des rendez-vous, que ce soit en présentiel ou en virtuel, avec vos publics. Déjà, si vous faites ça pendant cette période-là, vous n'aurez pas perdu votre temps en matière de communication. Sur les besoins financiers, la première chose à faire, bien sûr, c'est de faire le point pour savoir où vous en êtes. Donc, si vous avez joué ou vous jouez un rôle dans la crise sanitaire, il va falloir très vite rendre des comptes, j'allais dire, valoriser les apports, donc lister vos apports, valoriser très vite vos soutiens de la première heure, notamment les entreprises et les grands donateurs, et puis enchaîner pour montrer quelle sera la suite sur vos actions, donc communiquer. Si l'association ne joue pas de rôle direct dans la crise, il va être important, notamment vers vos publics de collecte, de rappeler la permanence des besoins. Donc, de remettre en perspective votre stratégie de financement, de remobiliser autour de votre cause et sur ce qu'elle représente pour la marche du monde. C'est là où peut-être, si vous êtes sur une cause éducation, si vous êtes sur une cause lien social, accompagnement des personnes, vous pouvez, malgré le fait que vous n'êtes pas sur l'urgence, vous reconnecter avec des sujets importants pour ce que j'appelle la marche du monde. Et puis, bien sûr, pardon, identifier les possibles non-reconductions de financement. Je pense notamment pour le deuxième semestre au mécénat. Si vous n'avez pas de convention mécénat signée, vous pouvez avoir peut-être des retraits. Et là, très vite, on va en parler juste après, il va falloir essayer d'imaginer d'autres relais financiers. Une question qui se pose souvent, est-ce que j'annule ou je reporte mes actions? Je parle des actions qui vont venir là, avant l'été et juste après l'été. Il est clairement préférable de reporter toutes les actions de face-à-face et d'événementiel jusqu'à nouvel ordre. Pour remplacer le face-à-face, certaines organisations s'en sortent pas trop mal en remplaçant cela par du téléphone. Bon, ça a un coût, mais sur les associations dont le modèle économique de recrutement de donateurs tient sur le face-à-face, ça peut être un relais stratégique. Pour remplacer l'événement de terrain, c'est compliqué. On ne le remplace jamais totalement. En revanche, sur tous les publics un peu captifs, je dirais les donateurs récurrents d'associations qui ont des événements de terrain, il peut y avoir un événement virtuel avec un rendez-vous virtuel. Et puis, on peut aussi proposer la prévente de billets si votre modèle tient aussi sur des événements du type dîner, soirée, concert. Donc voilà, des petites astuces pour essayer en tout cas de limiter la casse sur ce champ-là. Les actions de mailing et emailing peuvent être maintenues. Il faut juste, on en reparlera tout à l'heure, bien sûr, ajuster vos messages pour qu'ils ne soient pas décalés par rapport, je dirais, au psychisme des donateurs actuels. Et puis, comme je l'évoquais tout à l'heure, soyez comment dirais-je, agile, essayez de voir comment vous pouvez fixer d'autres rendez-vous, d'autres manières de solliciter les donateurs. Donc, ça peut être des conférences digitales, ça peut être des campagnes digitales, ça peut être des courriers spécifiques avec vos donateurs, middle et grands donateurs, donc des donateurs qui font des dons significatifs et qui, on l'a vu par l'étude récente du 3 juin, sont les plus prêts à jouer le jeu parce qu'ils ont conscience de la difficulté. Et puis, ils peuvent aussi comprendre que vous ayez de nouveaux besoins pour assumer vos missions. Donc, le message, c'est continuer vos missions en les ajustant, en étant, comment dirais-je, agile par rapport à la manière de les conduire. Alors, comment rassurer vos financeurs si certains sont inquiets par rapport à votre viabilité? C'est bien sûr pas le cas de toutes les associations, mais il peut y avoir des associations fragilisées, de petite ou moyenne taille. Et donc, il va falloir vraiment faire un travail de communication pour réassurer. Donc, bien sûr, si vous avez joué un rôle, réassurer pour expliquer le rôle que vous avez joué pendant la crise. Pensez à remercier à plusieurs reprises tous les soutiens et les soutiens de la première heure. Il y a une histoire, une belle histoire à raconter autour des élans de solidarité.
Un travail de transparence, on y reviendra tout à l'heure aussi, hein, ça fait partie des bonnes pratiques IDEAS. Un travail de transparence sur l'usage des dons. On sait qu'il y a eu beaucoup d'argent collecté pour certains sujets, donc il va falloir bien expliquer comment cet argent va être utilisé. Et puis, de la même manière, si vous modifiez votre modèle économique et l'utilisation des dons, il va falloir pouvoir l'expliciter. La communication étant clé dans ce genre de période, bien sûr. Les nouveaux soutiens, là je pense aux jeunes donateurs, je pense aux entreprises, notamment aux PME de proximité qui ont fait des dons, je pense aux donateurs petits ou grands qui se sont, comment dirais-je, manifestés auprès d'associations qui faisaient du soutien alimentaire, de l'accueil de personnes fragiles, etc. Clairement, il faut les considérer un peu comme des donateurs un peu exceptionnels. C'est une histoire qui se lie entre eux et vous. Et donc, il va falloir les engager pour les fidéliser, mais je dirais au-delà de la mécanique marketing, c'est un lien fort qui se construit entre eux et vous. Et donc, vous pouvez capitaliser dessus. Pour le mécénat d'entreprise et les grands donateurs, je pense qu'il y a des engagements à prendre d'un reporting régulier sur les actions engagées. Rappelez le fait que vos besoins continuent à être présents. Des astuces qui sont très utiles, notamment la possibilité pour certaines entreprises d'associer leurs salariés sur certaines collectes. Ça a été fait d'ailleurs de façon spontanée de la part de certaines entreprises. Et puis pour les associations qui n'avaient pas pris soin d'avoir des conventions de mécénat et de partenariat bien, je dirais, bordées, c'est clairement, je dirais, aujourd'hui impératif de le faire de manière à sécuriser 2021 et les années qui suivent, puisque c'est la manière dont vous disposez pour sécuriser vos financements. Pour toutes les organisations qui ont des testateurs en fichier, qui ont fait des demandes d'informations concernant les legs, donations et assurance vie, comme ce sont des personnes parfois fragiles ou qui ont été fragilisées, ça paraît intéressant de leur écrire sans être dans une démarche, je dirais, trop, comment dirais-je, intrusive, mais déjà prendre de leurs nouvelles et reprogrammer des échanges si c'était opportun. La communication, c'est déjà un signe d'humanité vis-à-vis de vos donateurs et prospects. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur vos messages? Alors, ça va dépendre bien sûr des causes et des sujets, mais je dirais qu'il y a quelques règles qui m'apparaissent évidentes. D'une part, éviter de participer à la cacophonie, c'est-à-dire que sur certains réseaux sociaux, il faut aussi parfois doser les prises de parole. Il faut des histoires vraies qui soient constructives, génératrices d'espoir. On n'est pas trop dans un moment où on pourrait envoyer à la figure de l'opinion et des donateurs trop de séquences agressives ou apitoyantes. Je pense qu'il faut être assez sobre. Donner des faits, des chiffres, des vrais témoignages. Un point très important que moi j'ai pu noter avec certains de mes clients, effectivement, avoir un site internet à jour qui prend en compte la nouvelle situation, à la fois sur les éléments de contenu, de conseils, de consignes, mais aussi pour les éléments de collecte, notamment si vous êtes lié à une collecte santé. Certains font un journal donateur spécial confinement ou crise sanitaire. Il faut le faire uniquement si c'est pertinent, mais ça peut l'être en apportant des témoignages et en donnant une large place aux mécènes qui ont participé. D'autres ont choisi une lettre d'information vers les mécènes très régulière, tous les 15 jours, là où elle l'était tous les 2 mois, pour, je dirais, tenir informés les mécènes, les rassurer si besoin était et les valoriser. Et puis, dans les communications personnalisées, donc si vous faites du phoning, du mailing, du emailing, ne commencez pas à parler de vous, commencez à prendre des nouvelles. Ça me paraît très important parce qu'on peut arriver dans des familles, dans des foyers où il y a eu des choses lourdes à vivre. Donc, commencez par ça avant
avant de lancer votre argumentaire. Voilà, je vais laisser la parole à… Alors, je suis là pour être le porte-parole des questions, mais Catherine, c'est tellement clair que pour l'instant, je vois aucune question. Alors, mince alors, pas de questions du tout. Non, Ok, j'enchaîne alors. Ça veut dire qu'on aura plus de temps à la fin. oui. Ok. Alors, le deuxième sujet qui était prévu était de parler de l'après et surtout de la manière dont vous, fundraiser, dirigeants associatifs, vous allez pouvoir réfléchir en termes d'opportunités et ajuster votre stratégie. Donc, il est clair qu'il y a plusieurs choses que vous pourriez reposer comme élément de travail. D'une part, je l'ai évoqué tout à l'heure, remotiver les gouvernances sur l'investissement qu'est le fundraising. Je ne passe pas un mois sans devoir l'expliquer dans certaines organisations où on a un peu trop les yeux sur le niveau de dépenses et pas assez les yeux sur les résultats potentiels ou réalisés. Donc là, clairement, on a besoin d'investir. Si on n'investit pas au deuxième semestre 2020, 2021 sera encore plus inquiétant. Il faut valider si vous êtes attendu et où, donc en termes de mission sociale, là j'entends. Est-ce que, je l'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas pour votre organisation des choses supplémentaires à faire en termes de lien social, en termes d'action vers les publics fragiles, en termes d'aide à d'autres associations? Ça peut être des vraies questions. Il y a quelques fondations qui ont collecté pour d'autres, pour des hôpitaux, pour des EHPAD. Ça peut être aussi une démarche. Ça peut poser la question de votre ciblage, tout ça étant lié, bien entendu. Et puis, pour faire un lien avec le guide des bonnes pratiques que je vous incite à lire si vous ne l'avez pas déjà fait et à télécharger sur le site de l'Institut IDEAS, c'est le moment, peut-être un temps un peu, en plus avec l'été, peut-être un peu plus calme, assez béni, pour vous reposer des questions sur plusieurs points. Sur l'existence d'un plan stratégique, est-il vraiment travaillé dans la durée? Et donc, s'engage-t-il vis-à-vis de vos financeurs assez loin? Y a-t-il vraiment une déontologie dans la manière d'approcher les mécènes, les grands donateurs et de gérer la collecte? Y a-t-il une déontologie dans les relations de partenariat? Donc là, les partenariats, on est bien d'accord, c'est tout ce qui n'est pas mécénat, donc c'est ce qui s'appelle du sponsoring. Et donc là, nécessité impérieuse d'avoir bien bordé les contrats de partenariat pour ne pas être envahi par, par le partenaire. Et puis, prendre soin de bien communiquer avec vos parties prenantes. Donc, les parties prenantes, bien sûr, ça va être vos bénévoles, ça va être vos soutiens de la première heure, ça va être vos partenaires, vos cautions, tous vos publics, vos bénéficiaires, les familles des bénéficiaires si vous avez des établissements de santé. Donc, tout ça doit être revu et retravaillé. Je ne pourrais pas traiter tout ça, mais je dirais que quand un événement qui marque les esprits et touche le cœur, c'est le bon moment aussi pour essayer de faire bouger les lignes dans l'organisation et peut-être inciter les uns et les autres à sortir de certaines routines ou en tout cas de leur zone de confort. Alors, il y a un point aussi qui est important dans une réaction, je dirais, à la crise, qui est de se dire, ben, finalement, je vais peut-être avoir un peu moins d'argent, donc j'ai aussi un rôle à jouer en matière d'économie ou en tout cas d'optimisation du retour sur investissement. Donc, si vous avez une base de données un peu pléthorique, cumulée de donateurs anciens et plus ou moins ou récents, ça peut être l'occasion de nettoyer vos fichiers et aussi et surtout
de repenser le mix papier-digital, sachant que je fais partie des fervents du mix. Je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut basculer 100% de votre collecte en digital. Ce serait même une erreur grave parce qu'il y a des donateurs qui restent attachés au papier. En revanche, on sait maintenant par expérience, et j'ai conduit des études dans ce sens-là, que selon la nature des communications et des temps de collecte, il y a des donateurs qui vont souhaiter alternativement du papier et ou du digital. Et ça peut être l'occasion de leur poser la question sur leur souhait de confort par rapport à la relation donateur. Si vous ralentissez vos activités de collecte ou vos activités tout court, il va falloir effectivement aussi vous réinvestir et quitte à réinvestir, aller sur les plus hauts potentiels. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des personnes fortunées ou des fondations de personnes fortunées. Oui, ça peut être une piste. Alors après, tout le monde va bien sûr y songer. Il faut que ça soit pertinent. Pour les collectes grand public, je crois que j'enfonce une porte ouverte si je dis que le prélèvement automatique est vraiment source de sécurité. Hein, c'est comme la convention de mécénat. Les associations qui ont des conventions de mécénat et un prélèvement automatique, même si un prélèvement automatique peut être suspendu, au bout d'un certain temps, c'est quand même une assurance plus forte de sécuriser vos coûts. Et puis, il peut y avoir de la créativité dans la façon de travailler avec vos fournisseurs et partenaires pour les associer sous forme de mécénat en nature ou en mécénat de compétences, pour communiquer avec vos partenaires. Là, j'ai quelques exemples d'associations qui, n'ayant pas le budget pour faire, je dirais, de façon immédiate, un plan de communication, une émergence en communication, sont en train de communiquer à travers leurs partenaires et leurs mécènes sur leur site, sur leurs réseaux sociaux. Donc là aussi, vous pouvez essayer d'imaginer comment vous pouvez continuer à être présent, actif et réactif en allant chercher des moyens économes pour être là. Regardez l'avenir. Donc ça, c'est évident, c'est la notion de plan stratégique. Et j'ai le sentiment que rares sont les associations qui n'auront pas des modifications dans leur plan stratégique pour plusieurs raisons. Et donc, les 5 questions à se poser sont les suivantes. Est-ce que les besoins des bénéficiaires vont évoluer? Ça peut déjà effectivement vous amener à modifier vos missions en qualité, en quantité, ou modifier la priorité des missions. C'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs associations, fondations qui avaient mis des sujets, comment dirais-je, de fond en avant. Ils sont en train plutôt de mettre des sujets d'urgence sur l'éducation ou sur la santé en avant, en mettant les offres de fonds plutôt, je dirais, en deuxième priorité. Donc, c'est ça qu'il faut réfléchir et ne pas partir tête baissée sur ce qui avait été décidé au 1er janvier. Peut-être que la crise et l'évolution de vos missions vont vous amener à repenser aussi votre discours ou votre positionnement sur la cause. Donc là aussi, se reposer la question de façon très pragmatique. Qu'est-ce que ça change pour mes donateurs, pour mes soutiens, pour les bailleurs aussi, hein, les financeurs publics? Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher de nouveaux financements? Donc là, effectivement, il y a tout un champ de balayage de vos cibles potentielles à faire. Et est-ce que je peux avoir de nouvelles alliances, que je pointais un petit peu, pour monter des projets de communication, des partenariats financiers sur certaines actions de collecte et de com ou sur de la production? Parce que moi, association de taille moyenne, j'ai peut-être plus les moyens d'intervenir tout seul à l'instant présent. Ça peut vous amener à revisiter l'équilibrage de votre modèle économique. Et là, bien sûr, bon, ce serait un long discours, mais on vous a rappelé là dans le support les points d'équilibrage. Donc, est-ce que mes cotisations adhésion vont être modifiées? Est-ce que la commande publique, si j'ai de la commande publique, va changer? Ça peut être le cas, comment dirais-je, dans certains domaines, comme comment dirais-je, les associations qui ont
qui accueillent des enfants ou des personnes handicapées et qui peut-être, dont les parents vont peut-être voilà, réduire la demande. Est-ce que les prestations, si j'ai de la vente de prestations, sont affectées cette année et l'année à venir par la crise ou par les mesures de distanciation? Les subventions, bien, on ne sait pas trop pour le moment, mais en tout cas, ça va être une vraie question. Et puis les dons et le mécénat, quel rôle ils jouaient hier et quel rôle ils vont jouer aujourd'hui avec, donc, ça nous conduit vers le modèle de collecte. Comment je vais construire mon modèle de collecte entre le don des particuliers, les dons majeurs et dons majeurs étant aussi mécénat d'entreprise. Donc là, je vous invite à repenser tout ça assez rapidement de manière à ne pas partir tête baissée sur des cibles qui seraient peut-être pas réceptives à l'instant T. Alors pour la collecte en particulier, il va falloir se reposer les bonnes questions. Est-ce que je réoriente l'activité vers de nouveaux besoins? On en a parlé. Est-ce que les financeurs qui me soutiennent vont réduire la voilure? Le mieux étant de prendre soin de les interroger assez vite et de prendre soin de les rassurer sur le fait que oui, vous avez toujours des besoins. Et puis donc, bien sûr, est-ce que j'ai besoin de repenser mon plan de collecte? Donc les questions que vous allez vous poser, bien sûr, à la suite du plan stratégique, c'est quels sont les donateurs les plus à même de donner ou redonner au deuxième semestre? Donc on va dire que la fidélisation est clé plutôt que la conquête. Pour les mécènes, est-ce qu'il faut que je modifie l'ordre de mes projets ou de mes programmes? Effectivement, j'ai vu des appels à projets qui ont glissé du lien social au soutien scolaire, par exemple. Donc là aussi, il faut revoir la copie quand c'est le cas, hein, parce que si vous n'avez pas d'offre sur le soutien scolaire, eh bien, vous n'aurez pas de demande à faire. Les grands donateurs, si vous avez la chance d'en avoir ou si vous avez la chance d'être entouré de personnes en capacité de faire un don important, clairement, il y a vraiment un travail à faire pour argumenter et leur proposer de jouer le rôle de relais financier. Généralement, ils n'aiment pas compléter, je dirais, les trous, combler les trous, mais là, ça peut s'expliquer. C'est une année, je dirais, assez favorable à ce genre de demande. Donc, on peut l'oser en disant, voilà, ben, nous avons telle croissance d'activité ou tel manque de financement. Est-ce que vous pouvez nous aider et pourquoi faire? Est-ce que je vais prospecter sur de nouveaux segments à étudier avec circonspection? Quelles vont être mes priorités, hein? Là, c'est vraiment par rapport à quel projet, par rapport à quelle cible, qu'est-ce que je mets en avant? Clairement, il faut travailler sur des cas concrets, hein, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des associations ou des fondations qui ont modifié l'ordre de leur projet, la mise en avant de leur projet pour aller chercher des financements. Quels sont mes atouts, hein, quels sont mes fichiers? Est-ce que j'ai des réseaux autour de moi qui peuvent m'aider à aller chercher des fonds d'urgence? Est-ce que j'ai des équipes aussi, des bénévoles qui peuvent m'aider à mettre en place des actions de collecte, de secours? Et puis, est-ce que ça va modifier ma communication de collecte? Les arguments, on en a déjà parlé. Alors, pour ce qui concerne les nouveaux segments, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a quelques cibles qui sont apparues de façon plus prégnante. Les jeunes sur les campagnes digitales, pour autant, les études récentes montrent qu'ils sont assez volatiles, c'est-à-dire qu'ils vont donner de façon très spontanée, très généreuse sur un coup. Après, il reste à voir si on peut les fidéliser et sur quoi. Les 35-50 ans qui étaient généralement peu donateurs parce que dans la phase de vie où on a d'autres charges financières, sur des projets précis, bien présentés, on voit qu'on peut les faire bouger. Les personnes fortunées, on en a parlé. La grande révélation, c'est les PME sur les territoires, avec notamment une législation qui est très favorable, puisque la législation, la loi de finances 2019 a autorisé un plafond allant jusqu'à 20 000 euros pour la défiscalisation du mécénat. Donc, ce sont des entreprises qui
peuvent mettre le pied à l'étrier, l'ont fait là certaines pendant la crise, et là, il y a un vrai enjeu à aller les chercher. Alors, ça demande du temps et de l'énergie sur le territoire parce qu'elles sont par définition éclatées, mais c'est intéressant. Et puis, sur certains sujets, certaines causes assez tendances, j'allais dire, les startups dont les équipes, les collaborateurs sont souvent un peu les jeunes du début, il peut y avoir des belles histoires à construire pour faire des collectes, si ce n'est durables, ponctuelles, autour de causes éducation, santé, isolement, migrants, etc., etc. Il y a clairement besoin de faire un travail prospectif et selon, je dirais, vos capacités financières, il ne faut pas partir non plus tête baissée sur des présupposés. Il va bien falloir tester, sonder avant de trop investir. C'est l'avantage du digital, c'est que le risque financier est moins important. Sur les personnes fortunées, c'est du face-à-face ou ça peut être du distanciel. C'est du temps, mais ça ne nécessite pas des gros budgets. Le mécénat peut demander beaucoup d'énergie, clairement, mais c'est un bon investissement, me semble-t-il, à date. Et puis, si la crise modifie votre discours opératoire, il faut vraiment ajuster votre discours, comme je l'évoquais tout à l'heure, prendre d'abord le pouls de vos soutiens, qu'est-ce qui a changé pour eux et qu'est-ce qui a changé pour vous. Vraiment, avant d'écrire un message et avant comment dirais-je, d'aborder de nouveaux soutiens ou même vos soutiens, il faut tirer profit d'une nouvelle donne où le psychisme collectif est un peu modifié. Donc, c'est aussi l'opportunité d'avoir un discours plus convergent, plus affinitaire avec certains publics. Et en vous rappelant que la collecte, ce n'est pas qu'une affaire de demande, c'est une invitation à vivre une expérience commune, que ce soit en mécénat ou en don particulier. Et cette expérience commune, moi, je vous invite à la revisiter, que vous soyez dans l'environnement, en train de financer des actions en faveur de la diversité écologique ou de petits paysans, ou que ce soit en faveur de l'éducation, que ce soit en faveur de la recherche médicale. Il y a, me semble-t-il, des choses nouvelles à dire et à rechercher auprès d'eux. Et puis, pour les organisations en difficulté, il y a des questionnements d'alliance. Est-ce que certaines organisations doivent se rapprocher pour être plus efficaces ensemble? Ça n'est pas mon cœur de métier, mais on peut imaginer que dans une crise économique, ça soit une perspective qui doive être étudiée et questionnée. Donc, c'est un point à sonder avec certainement en fin d'année avec votre gouvernance. Voilà, donc effectivement, nous avions prévu du temps pour des échanges. Je ne sais pas s'il y a des questions maintenant. Alors, je réactive mon micro. Oui, il y a des questions. Alors, j'en ai une première. J'ai dû échanger avec la personne qui a posé la question parce que je ne la voyais pas très claire à mes yeux. En fait, c'est Catherine, as-tu un avis, un conseil pour se positionner face aux collectes des structures que l'on peut juger un petit peu moins éthiques? La personne entendait par là, par exemple, il y a eu des collectes sur des actions Covid, alors que la structure n'agissait pas vraiment sur le Covid, ou des collectes de structures semi-publiques. Donc, faut-il réagir et comment réagir face à des collectes concurrentes, on va dire, moins éthiques, on va dire? Alors, le critère de non éthique, il est à peser, à sous-peser. Donc, je vais donner un avis personnel. Je n'ai pas une parole d'évangile là-dessus. Pour les collectes d'organisations qui n'étaient pas directement impliquées sur le Covid, j'en ai vu quelques-unes. Celles que j'ai vues s'engager à reverser entièrement à des organisations Covid. Donc, restera à prouver.
il restera pour elle à le prouver. Et effectivement, j'aurai un conseil vers ces organisations, prouvez-le, sinon le soufflet retombera. Les acteurs publics ou semi-publics, si ce sont les hôpitaux, objectivement, je pense qu'on ne peut pas faire un procès. Et j'ai vu effectivement plusieurs collectes montées par des hôpitaux. Sachez que les hôpitaux ont un contrôle financier très sévère et que je n'imagine pas qu'ils utilisent les fonds Covid pour d'autres actions que le Covid. Donc voilà. Après, faut-il réagir? De votre point de vue, vous avez, enfin, il y a des organisations pour agir et pour réagir, les associations telles que France Générosité le sont. Donc, si vous êtes adhérent, il faut témoigner de ça. Voilà tout ce que je peux dire sur ce sujet, sachant que il y a toujours une forme d'opportunisme, c'est vrai, mais que les entreprises ou les donateurs particuliers qui auraient donné à des structures qui ne reverseraient pas, bon, il y aura forcément un taux de perte, mais un jour ou l'autre, le boomerang revient sur l'acteur et normalement, quand on donne un mécénat, on doit donner des comptes. Voilà. Merci. J'ai une autre question. Catherine, pensez-vous que la crise va redonner un regain aux dons IFI cette année? Alors, je ne dis pas dans le marque de café, mais je ne suis pas sûre. Parce qu'il y a eu concomitamment, alors ça dépend des causes, je recommence par ça. Mais pour les organisations qui sont déjà sur la pauvreté, sur le logement ou sur l'aide alimentaire, ça ne va pas changer les choses puisqu'il y a le don Coluche qui amène la défiscalisation, le taux de défiscalisation à 75% jusqu'à hauteur de 1 000 euros. Voilà. Je crains que la crise Covid ait été un élément perturbateur. Alors oui, l'étude là du 3 juin dit les donateurs fortunés sont prêts à donner plus et voire à donner alors qu'ils ne donnaient pas. OK. Maintenant, est-ce qu'ils ont eu, c'est maintenant l'IFI, hein, ils ont eu, est-ce qu'ils ont la présence à l'esprit du don? Ben, ça dépend un peu de vous, si vous avez fait les demandes et l'accompagnement nécessaire. Mais dans tous les cas, ça ne vous empêche pas de revenir vers eux au deuxième semestre. Ils n'auront pas le même taux de défiscalisation, mais ça aussi, c'est une analyse qu'on fait depuis un certain temps en tant que consultant. Le don IFI, le don anciennement ISF sont des dons opportunistes. Donc, ça couvre une partie de personnes qui ne donneraient pas sans ça. Donc, oui, c'est une perte, mais pour ceux qui donnent régulièrement, la défiscalisation, surtout s'ils sont très fortunés, n'est pas le premier argument. Donc, il peut y avoir des gens qui vont donner au deuxième semestre avec uniquement 66% de taux de défiscalisation parce que c'est important et parce que vous les avez convaincus que c'est important. Okay, j'ai une autre question. Alors, on m'envoie aussi des questions en direct, donc tu les vois peut-être pas. Alors, c'est surtout que je ne les ai pas affichées, mais je peux essayer de le faire. D'accord, mais tu ne les verras pas forcément parce qu'elles sont Alors, je t'en prie. en direct. On me demande si c'est pas délicat de solliciter les PME et les TPE au regard de la crise, car beaucoup sont touchés. TPE et PME. Alors, il est clair que certaines entreprises sont durement touchées et que celles-ci n'auront pas vraiment la tête, si ce n'est le budget, à faire des dons en fin d'année. En revanche, mon propos était de dire, travailler le tissu relationnel, mécénat, entreprise de proximité me paraît de plus en plus porteur. D'une part parce qu'il y a un phénomène de saturation. Les études de l'ADMICAL, je vous incite à vous y reporter, montrent que le mécénat est porté beaucoup par des très grosses entreprises qui donnent déjà beaucoup et qui vont avoir une défiscalisation réduite.
Et puis aussi parce qu'il y a un désir de mécénat des chefs d'entreprise et surtout un désir d'engagement des collaborateurs. Et que les stratégies RSE, les stratégies d'engagement des collaborateurs peuvent être un moteur pour un chef d'entreprise de dire on va faire une action ensemble, on va monter une collecte pour un EHPAD ou pour une association de terrain. Alors bien sûr, tout dépend de votre cause, tout dépend de votre territoire, mais ça peut être très porteur pour tous les acteurs qui ont des établissements en région. Alors, délicat, il ne faut pas y aller avec… enfin, j'ai mis beaucoup de gants en vous disant on crée de la relation avant de demander. Donc, soit ce sont des entreprises qui ont tiré leurs épingles du jeu, il y en a aussi, soit ce n'est pas le cas. Et oui, n'allez pas solliciter le restaurateur du coin, il a d'autres soucis actuellement. Et une autre question. Alors, est-ce que l'on on observe un repli vers le national ou est-ce qu'en période de pandémie internationale, on peut continuer cela peut permettre de poursuivre les dons vers les pays pauvres? Alors, je crois que la question, elle n'est pas nationale, locale, enfin nationale, internationale, elle est surtout la cause. J'ai évoqué la semaine dernière avec une association qui collecte pour défendre la diversité biologique, comment dirais-je, dans l'agriculture. Et, et en fait, la collecte a bien marché parce que on a conscience que les maladies qui nous arrivent viennent aussi de pays lointains, pays dans lesquels il y a peut-être un manque d'observance, de règles, si ce n'est d'hygiène, en tout cas d'écologie. Donc ça peut marcher. Dans les pays touchés par le Covid, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Mais il ne faudra pas non plus tout mettre sur le dos du Covid. Maintenant, s'il y a 100 € à donner pour un donateur particulier, c'est un peu comme le phénomène Notre-Dame. On s'est posé la question, on a pensé qu'il y a plein de gens qui ayant donné à Notre-Dame, ne donneraient plus à l'Église ou à d'autres causes. Finalement, ça n'a pas été aussi magistral que ça. Donc là, s'il y a 100 € à donner, c'est clair qu'il va y avoir une année où santé, recherche médicale vont être portées, vraiment portées, parce qu'on a été choqués de voir tous les manques autour des personnes malades et des personnes âgées. Merci. Alors, une autre question en direct, donc tu n'as pas pu voir. Alors, un moment, tu as évoqué l'idée de mobiliser les grands donateurs comme relais financiers. Oui. Donc, la personne dit oui, je vois bien ce qu'on peut faire quand c'est un réseau personnel déjà proche que l'on connaît bien. Mais dans le cas des grands donateurs non forcément proches, as-tu une méthode pour les mobiliser plus que d'accoutumée pour faire un relais Alors, non. une démarche grand donateur dans le dur, ça ne marche pas, ou très peu. Donc là, vraiment, à coup de serpe, le principe d'une démarche grand donateur, c'est que si on a un premier cercle de grands donateurs, c'est avec eux qu'il faut travailler pour voir si eux-mêmes peuvent ouvrir des portes. Et ça peut être l'ouverture vers de nouveaux grands donateurs. En revanche, dans le dur, j'y crois pas, parce que ces mêmes grands donateurs vont être sollicités par beaucoup d'organisations. Ensuite, de même que le mécénat, si c'est en région, il peut y avoir quand même l'opportunité de se faire connaître, de commencer à établir des liens avec des personnes influentes et ou fortunées dans des cercles, donc des clubs de chefs d'entreprise, des clubs d'activités de loisirs, il y a les services clubs, etc., où on peut commencer à établir des relations. Ça ne sera pas une collecte directe, mais ça peut être un début de travail. L'explication du relais financier se fera plutôt sur le premier cercle, c'est-à-dire plutôt sur les gens qui vous connaissent. Sauf si, encore une fois, vos premiers grands donateurs
entendent le discours, travaillent avec vous un argumentaire sérieux. Et si vous démontrez avec un tableau de financement que vous avez un surcroît d'activité qui n'est pas financé, ça se défend devant un grand donateur en expliquant que vous avez un surcroît d'organisation et qu'un certain nombre d'actions ne sont pas financées et pour lesquelles vous avez besoin d'argent. Moi, je vois des cas actuellement dans ce sens-là. Merci Catherine. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, un nouveau message, si. Alors, est-ce qu'en termes de collecte, les démarches communes d'associations pendant le Covid sont à mettre en avant vis-à-vis des donateurs? Exemple, distribution de repas, hébergement. Ou faut-il en rester à la communication après le confinement sur soi? Oui, faut-il rester sur soi ou parler sur les démarches communes? Alors, une règle d'or, c'est qu'on ne réécrit pas l'histoire. Donc, si vous avez eu des démarches communes, il faut communiquer sur les démarches communes. En revanche, bien sûr, si vous faites un mailing ou un courrier, il faut valoriser vos apports et les maximiser, sans tricher, mais valoriser vos apports et montrer ce que ça a généré pour vous à nouveau en suractivité. Moi, par exemple, je prends un exemple d'une organisation qui ne pouvait plus accueillir le public, mais qui a mis en place des tas d'activités pour continuer à avoir du lien avec les bénéficiaires. Donc, c'était de l'équipement informatique, c'était effectivement des livraisons de repas pour les plus précaires, c'était imprimer des autorisations de sortie. Enfin, il y avait une liste très très longue et tout ça, l'organisation est en train de le valoriser pour montrer la suractivité générée et les surcoûts générés pour les valoriser auprès des donateurs. Donc, ça peut être l'occasion de, oui, faire le focus sur vos besoins, vos réalisations, mais dans un contexte global qui était une solidarité générale. C'est très valorisant d'agir aux côtés des autres. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Donc, on laisse une minute et sinon, nous allons conclure. Est-ce que tu as une conclusion, toi? Tu l'as déjà faite, mais… Oui, je l'ai déjà faite. Je dirais que après, c'est bien difficile en une heure de donner. Ce n'est pas possible de donner des conseils. C'est possible de poser des questions et de poser quelques méthodes de réflexion et d'action après vraiment à ajuster. Mais si je devais vraiment retenir une chose, une seule, c'est remise en question, mais au bon sens du terme. Remise en question, c'est l'occasion de faire bouger les lignes avec vos dirigeants, avec vos partenaires. C'est peut-être l'occasion de travailler différemment, de façon plus efficace, moins de rendez-vous, plus de résultats, plus d'agilité dans les méthodes, plus de co-construction avec vos équipes. C'est quand le fer est chaud qu'on peut modifier les fonctionnements et les comportements. Ce serait mon message. Eh bien, merci Catherine. Tu as des remerciements pour ces pistes de réflexion. Je pense D'accord. que nous allons conclure. Je remercie tous les participants d'avoir été disciplinés, d'avoir bien coupé les micros et les caméras. Oui, merci à à tous. vous. Merci pour tous ces bons conseils et ces bonnes questions. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.